Merci bien, Martin. Bonjour, chacun, chacune. Alors, l'IRTIM est né d'abord comme une composante de l'Institut pastoral des Dominicains, en lien, puis ça s'est développé avec la collaboration puis l'engagement dans l'équipe de Martin Belrose, qui ensuite en est devenu le directeur. Donc, à son origine, l'IRTIM est marqué par des traits de milieu, l'Institut pastoral, le milieu qui l'a porté et qui l'a engendré. Alors, je présente ici quelques éléments de l'histoire et des orientations de l'Institut pastoral des Dominicains, et en soulignant l'importance de la dimension andragogique de la formation des adultes dès ses débuts en 1960 jusqu'à sa fin autour de 2023. Et tout ça pour aller aux sources de l'IRTIM. En première partie, je vais parler de l'Institut, ses origines et ses options. Et un deuxième temps, euh, la formation des adultes, les facteurs qui y contribuent. Alors, l'Institut est né en 1960 dans un contexte de changements ecclésiaux et sociaux majeurs au Québec. Et comme l'indiquait Gilles Routier, théologien de l'Université Laval, dans son étude sur les Dominicains au Canada et Vatican II, c'est-à-dire au moment de la Révolution tranquille, fin des années 50 et années 60. Alors, Gilles dit, on ne peut pas entreprendre une étude importante sur les courants réformateurs au Québec, dans l'Église et dans la société, sans prendre sérieusement en compte l'importante contribution des Dominicains du Canada. Bon, il en montre plusieurs exemples avec les publications, il y en a beaucoup. Les communautés à Québec, à Montmorency, entre autres, et à Montréal, avec tous les réseautages qu'il y avait autour de ça. La présence dans le monde universitaire, la fondation des facultés de sciences sociales à Laval, de psychologie, de services social à Montréal, et la création en 1960 de l'Institut de pastoral. Bon, il y a toutes sortes d'origines à ça. Alors, cet institut se voulait un centre de formation pastorale attentif aux sciences humaines, aux nouveaux courants en catéchèse et en liturgie, avec une équipe multidisciplinaire et à mesure visant l'intégration des perspectives théologiques et pastorales de Vatican II. Alors, il y avait des options. J'en avais indiqué plusieurs dans un article que j'avais fait en 2010 pour le 50e de l'Institut. Et je disais, il est frappant de constater la remarquable continuité dans les options de l'Institut depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui et ça continue jusqu'à la fin. Alors, j'indiquais beaucoup de continuité des débuts jusqu'à la fin, mais ici, je vais souligner les continuités qui, mises ensemble, donnent des fondations, parce qu'il en faut, pour une formation andragogique, qui donne un terrain beaucoup plus solide. Parce qu'une formation andragogique, c'est des échanges dans les cours et puis des choix de cours. C'est une culture, hein, comme telle. Alors, quels sont ces traits que je souligne à nouveau, des origines jusqu'à la fin? Une attention aux besoins de formation sur le terrain, dès le début. Un programme préparé en consultation avec des diocèses, avec des communautés religieuses, pour toujours être attentif. Quelles sont les questions qui émergent sur le terrain? Un autre trait, dès les origines, euh, les fondateurs se sont inscrits, et alliés au nouveau courant qui s'est développé au Québec dans les années 50 de l'éducation des adultes. Ça commençait. Et on était liés tout de suite à ça. Et les gens au début, plus les collaborateurs comme Fernand Dumont. Alors déjà, ça disait porter une attention à l'expérience acquise des étudiants, euh, un accompagnement personnalisé, du travail en équipe. Alors, c'est ce qu'on appelait au début l'éducation des adultes. Avec le temps, ça s'est affirmé et consolidé. Je reviendrai tantôt. Ensuite, les origines et tout le long, l'intégration de l'apport critique des sciences humaines, comme la psychologie, la socio, puis l'andragogie, les sciences des religions,
les nouvelles approches en catéchèse et en missiologie, et avec des membres de l'équipe formés dans ces différents domaines. Ensuite, en lisant les projets d'origine, ça m'a beaucoup frappé. Un milieu offrant un encadrement, une ambiance conviviale, la vie fraternelle, les études, la prière, ça se combine. Offrir une expérience de formation qui soit intellectuelle, communautaire et spirituelle, et pas juste des cours à suivre. Une option très claire dès le début. Et je pense que c'est ce qui a marqué. C'est la ligne que tu prends. Alors, une formation qui touche autant le savoir-être, le savoir-faire, formation pastorale, que le savoir tout court, et qui, à mesure, intégrait les 4 dimensions de la formation pastorale, hein, le service pastoral comme tel, l'articulation de la foi, le dynamisme spirituel et les ressources personnelles. Ensuite, parmi ces autres éléments de continuité, alors des stages supervisés dans différents milieux et en paroisse, de sorte que la pratique et la réflexion se combinent, et avec des outils pour développer une pratique réflexive. Je regardais, par exemple, le programme de maîtrise en théologie pastorale, tu as toujours construit l'observation du terrain, l'interprétation, avec toutes sortes de degrés d'outils, et la transformation, hein, d'une pratique dans un milieu précis. Et autre point, je reviendrai aussi à la fin, l'importance de la vie d'équipe de l'Institut, de l'interaction entre les membres et d'un partage collégial des responsabilités. Ça me semble assez important dans la formation des adultes. Alors, tous ces éléments qui sont maintenus, sont clarifiés, développés au cours des années, mais ils se sont combinés et ça a favorisé le développement d'une vision et aussi d'outils éducatifs adaptés à des adultes. Et à l'époque, c'était, et c'est demeuré en bonne partie, innovateur par rapport à la formation théologique et pastorale habituelle et à la formation dans d'autres disciplines. Bon, risquer l'avenir, j'ai prévu en dire un mot. L'Institut, depuis en 1992, suite à une demande des évêques du Québec catholique, a publié une recherche sur le terrain, près de 25 groupes de toutes sortes, a publié une recherche sur l'avenir des communautés chrétiennes locales au Québec. Risquer l'avenir. Ces observations, ces propositions ont suscité des réactions, autant d'accueil, on pourrait même le dire, d'accueil, ouais, enfin, que de réserve, et que de refus. Oh, non, pas question. Par quoi? Parce que ça faisait le portrait d'une Église en décroissance, devenue minoritaire, qui devait réajuster son tir, accepter sa situation minoritaire et devenir une Église missionnaire. Ça voulait dire la chrétienté, là, c'est fini, point. On tourne la page. On passe à autre chose. Hein? Ce qui a dérangé beaucoup de personnel dans les facultés aussi, facultés d'État, tout ça. Nous, là, il n'y a pas d'avenir dans tout ça. Non. Alors, nous, on proposait des déplacements d'une église on a une église centrée sur les enfants, les sacrements, puis les bâtiments. Alors, il faut passer à une église centrée sur les adultes, sur le développement de la foi et sur des communautés à taille humaine, avec un souci du bien commun de la société. Bon, c'est les options qu'on a poussées. Bon, voyez, j'indique ça parce que ça s'inscrivait tout à fait dans la ligne des options de l'Institut et de son accent sur les adultes. En deuxième temps, pour former des adultes, plusieurs facteurs. Bon, avec le temps, à l'Institut, comme le disait ce matin Nadia, les étudiants étaient de plus en plus variés, hein? L'âge, l'origine culturelle, l'expérience du terrain, l'état de vie, les connaissances de base sur la foi chrétienne, de moins en moins, disons. Mais tous ces gens avaient un point commun, tous des adultes, avec une expérience de vie, un parcours personnel, social, avec des acquis et des défis, avec des blocages et avec des ouvertures.
Comment bien répondre à leurs besoins et à leurs attentes dans le cadre particulier de la formation, c'est-à-dire le monde des apprentissages et d'une formation pastorale universitaire. D'abord, les approches éducatives, ensuite d'autres facteurs. Bon. Les approches éducatives se sont ajustées, se sont affinées à mesure des années pour vraiment prendre en compte systématiquement la formation des adultes, l'andragogie, de plusieurs manières. D'abord, il y a toujours eu des membres dans l'équipe qui étaient formés ou qui se sont formés dans cette discipline de l'andragogie, en plus évidemment de leur propre champ d'expertise, la Bible ou autre chose. Alors, c'est important et ça pratique aussi pour assurer une mise en œuvre qui soit adaptée, là, pas juste théorique, qui soit rigoureuse, c'est pas n'importe quoi. Hein? Ah, ce là bonjour, non, non. Il y a des méthodes et des principes, et qui soit inventive. Voilà. Mais on a toujours tout le long des personnes formées dans le domaine, ce qui aidait avec les autres. Ensuite, bon, les formats de cours étaient variés, bon, pour répondre aux horaires d'adultes aux multiples occupations, professionnelles, familiales et autres. Hein. Alors, des cours d'un crédit, de 2 crédits, de 3 crédits en journée, en soirée, en fin de semaine. Enfin, il y avait une gamme. C'était un peu compliqué à gérer, évidemment. Mais bon, avec le temps, on se débrouille et puis on finit par trouver réponse. Et puis, il y a tout le temps d'activités, alors on s'assurait qu'il y a toujours des gens d'équipe qui soient là. Chacun à son tour. Ensuite, encadrement de chaque étudiant par un projet de formation au début de son parcours académique, un projet de formation visant à clarifier ses attentes, ses objectifs. Ce projet qui était revisé en chemin et avec une synthèse finale. Et pour un programme particulier, le choix de cours s'inscrivait dans ce projet. C'est pas à côté, ça devait entrer là-dedans. Ensuite, chaque travail académique à remettre, soit un cours, incluait, bon, les questions sur le contenu des cours, évidemment, ça c'est quand même utile, mais incluait toujours des questions d'intégration personnelle en rapport au projet de formation, au parcours individuel, au terrain pastoral. Et ça, c'est extrêmement précieux. Ensuite, chaque étudiant était accompagné par un ou une conseillère d'études de l'équipe de l'Institut, avec qui revoir ce projet, regarder ses travaux et porter les questions, les défis de sa formation. Un conseiller d'études, pas un conseiller spirituel, pas un conseiller thérapeutique psychologue, hein, conseiller d'études pour le parcours d'études de formation. Il y a un temps aussi des équipes d'étudiants avec des rencontres régulières partageant leur expérience et leurs recherches. Donc, des approches éducatives comme telles. Ensuite, d'autres facteurs. La dimension andragogique, ça ne se limite pas au monde de la formation avec les approches, les programmes. Ça intègre beaucoup d'autres éléments pour développer une culture éducative et organisationnelle centrée sur les adultes apprenants. C'est une question de cohérence dans tout ça, hein, c'est important. Premier point, les collaborations et partenariats. Avec les années, l'Institut pastoral, qui faisait partie du Collège dominicain, a développé beaucoup de collaborations et de partenariats avec beaucoup d'organismes, d'institutions, de communautés, avec souvent des protocoles d'entente précis. Hein. Bon, la Faculté de théologie, les Sciences des religions de l'Université de Montréal, l'IFTM des Pères sulpiciens, la Société des missions étrangères, le Centre Le Pèlerin, en accompagnement spirituel, le Centre Justice et Foi, des diocèses Saint-Jérôme, Gatineau, Saint-Hyacinthe, Montréal, Saint-Jean-Longueuil, Rimouski. Et le fait d'offrir des formations hors de notre édifice, et ça avant la formation en ligne, et dans plusieurs régions, par des ressources, les nôtres ou des ressources locales, eh bien, ça nous a permis, ça nous a aidé, hein, ça nous a permis de beaucoup mieux connaître les situations sociales et ecclésiales des différents coins du Québec. Ah, c'était très précieux pour qu'on vive dans la réalité, avec ses espoirs, avec ses limites, avec ses enjeux. Hein? Et ça nous a beaucoup aidé pour élargir notre horizon. Il n'y a pas juste Montréal. Il y a
Le Québec, c'est plus que ça. C'est très varié. Mais ça nous a aidé aussi, ces collaborations et partenariats, à développer dans notre fonctionnement institutionnel ce que j'appelle une culture partenariale. Apprendre à ne pas décider tout seul, à entendre, à respecter des différences, à maintenir aussi ses options. Hein. Et je crois qu'avec le temps, à l'Institut pastoral, nous avons développé une véritable expertise dans ce domaine des partenariats. Et nous avions d'ailleurs mis sur pied une instance de concertation, le COPAR, hein, Comité des partenariats. Nous avons aussi mis sur pied et misé sur des tables de réflexion où participaient des personnes d'autres organismes, d'autres institutions engagées sur le terrain ou dans l'enseignement sur toutes sortes de sujets, tables de réflexion sur l'évangélisation. Martin, c'est comme ça d'ailleurs. Le lien a commencé à se développer. Sur l'initiation chrétienne et l'éducation de la foi, sur la vie consacrée, sur la liturgie, et aussi collaboration avec d'autres tables, comme celle sur les travailleurs saisonniers, interdiocésaines. Alors, ces tables nous ont aidés à ne pas nous enfermer dans nos perceptions, nos problématiques. Hein? Élargir l'espace de notre pratique réflexive. J'ai mentionné la vie d'équipe comme orientation dès le début de l'Institut pastoral. Alors, pour former des intervenants pastoraux, on veut qu'ils soient à l'écoute, qu'ils soient agissants, qu'ils soient co-responsables. Alors, nous avions comme équipe à donner le témoignage que c'est possible, que c'est fécond, et par notre style de vivre ensemble et de gouvernance. Hein? C'est pas à côté ou en surplus de l'approche andragogique, information, hein? Mais ça a un impact direct, à mon avis. Une question de cohérence, hein? Si tu veux aller dans cette direction. Bon, c'est sûr que ça impliquait dans l'équipe beaucoup d'échanges et de débats. Beaucoup, plus que dans d'autres institutions comme telles. Mais bon, il fallait y mettre le temps entre nous. Mais en cherchant à partager les responsabilités, à décider ensemble et à maintenir entre nous un climat fraternel avec des temps festifs, avec des rencontres de formation permanente, etc. Ça ne marche pas automatiquement, ça. Hein? C'est un esprit comme ça. Il faut le choisir, il faut y investir. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est ce que plusieurs appellent la synodalité. Eh bien, ça faisait partie de nos valeurs et ça faisait partie des apprentissages offerts à l'Institut pastoral. Et c'est aussi ce qui convient mieux à des adultes. Alors ainsi, pour développer un milieu éducatif où des adultes apprennent, interagissent d'une façon adaptée à des adultes et dans une formation qui intègre les dimensions cognitives, affectives et pratiques, non. Vous voyez, plusieurs facteurs sont à combiner qui se renforcent les uns les autres. Je vais redire un peu autrement. La possibilité de faire des choix essentiels à la vie adulte, des espaces et des temps d'échange intégrés, intégrateurs, des outils, des exercices précis à réajuster, un accompagnement personnalisé, un climat convivial et stimulant, un personnel formé et éveillé aux enjeux andragogiques, une équipe de formateurs solidaires, diversifiée, une direction collégiale, une ouverture à des nombreuses collaborations, à des partenariats et à des sorties hors de son monde habituel. En plus, évidemment, si vous avez des locaux suffisants, ça aide, on l'avait. Et si vous avez des finances assurées, si on ne l'avait pas, par exemple, ça va faciliter les choses comme tel. Voilà donc le milieu d'origine de l'IRTIM, un héritage valorisant la co-responsabilité et la collégialité, l'attention aux personnes et au terrain dans leur continuité et leur changement, et le souci d'équipements et d'outils précis et flexibles. Et en partant, je crois que ça donne une bonne base génétique pour s'engager face à des questions aussi importantes et cruciales que l'interculturalité, la migration
et la mission. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Daniel. Je voudrais Alexandra, je vais dire Patricia. Alexandra, euh, qui est membre du CA aussi comme Daniel, du CA de l'IATSIM, qui est pas du tout théologienne, mais qui a, à mon sens, quelque chose à apporter aujourd'hui de très, très précieux. Donc, sur l'andragogie, je vais lui céder tout de suite la parole. Merci beaucoup. J'ai vu d'autres personnes le faire, mais j'ai pas l'impression que c'est très risqué pour mon ordi. Je pense que je vais garder les mains dessus. Hein? Vous le voyez, hein, je vais pas essayer précaire. Donc, oui, bonjour. Je pensais peut-être commencer en expliquant un peu mon parcours, étant donné que je ne suis pas théologienne. En fait, je suis une chercheuse en orthophonie. Fait que l'orthophonie, en fait, c'est la science de la communication humaine. Euh, on accompagne les orthophonistes cliniciennes surtout, il y a des cliniciens, mais plus rares, vont accompagner les personnes qui ont des différences sur le plan de communication. On peut penser au bégaiement, on peut penser à la surdité parfois, mais aussi des choses moins connues comme de l'aphasie qui vient à la suite d'un AVC ou toutes sortes de différences communicationnelles comme ça, qui fait que, vu que la communication est non typique, il y aurait besoin d'accompagnement pour pleinement participer à la société. Donc, c'est là que je viens. Je suis une chercheuse en orthophonie. Puis je commençais comme ça pour vous expliquer pourquoi je me suis intéressée à l'andragogie. En fait, l'andragogie, c'est une partie intégrante de ma thèse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai formé des chauffeurs de transport adapté. Donc, le transport adapté, c'est pour les personnes qui ne sont pas capables ou d'utiliser le réseau de transport régulier, fait qui ont des situations de handicap diverses, que ce soit chronique ou temporaire, par exemple lors d'un traitement d'un cancer. Puis, dans cette clientèle-là, il y a plusieurs personnes qui ont des enjeux liés à la communication. Donc, comme orthophoniste, moi, ce que je voulais faire, c'est venir former les chauffeurs pour qu'ils puissent adapter leur façon de communiquer aux personnes qui ont différents besoins communicationnels parce que ce qui était recensé, c'est qu'un des problèmes d'accès au transport, c'est les attitudes, les habiletés des chauffeurs qui vont être rencontrés. Puis tout en sachant que le transport collectif, c'est vraiment un rôle clé dans la participation de tout être humain. En fait, là, ça permet d'assurer les loisirs, les liens sociaux, l'accès aux services de santé, etc. Fait que mon but, c'était de venir former les chauffeurs de transport adapté. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je suis formée en orthophonie, je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas andragogue. Puis je voyais que il faut avoir un potentiel à aller chercher des théories, des connaissances du domaine de l'éducation des adultes pour venir structurer mon approche. Ce que les autres les autres chercheurs, chercheuses antérieures, ce qu'ils faisaient surtout, c'est de monter une formation selon leur intuition, avec les contenus qu'ils pensaient qui devaient être enseignés. Mais moi, je voulais me distinguer, je voulais surtout me sentir compétente, en fait, puis mettre toutes les chances de mon côté que les changements soient réels, que les chauffeurs changent réellement leur attitude, changent réellement leur habileté de communication. Donc, c'est là que je me suis intéressée à l'andragogie. On n'a pas donné de définition, mais je pense que c'était clair avec andragogie égale pédagogie, mais la définition qui a été offerte par le fondateur de cette théorie-là, c'est juste l'art et la science d'aider les adultes à apprendre. Donc, apprendre, c'est apprendre des connaissances, mais c'est aussi changer des façons d'être, des façons de faire. Donc, c'est vraiment cette théorie-là que je suis venue mobiliser. Je me demande si j'aurais dû passer avant, Daniel, je ne sais pas. Mais je pense que vous pourrez faire des liens avec la présentation de Daniel. Puis la présentation d'aujourd'hui se veut plus théorique sur c'est quoi l'andragogie. Encore là, c'est une expertise que j'ai acquise durant ma thèse, mais je ne suis pas une chercheuse en éducation des adultes. Fait que je vous transmets mes connaissances, mais je ne suis pas la plus grande experte. Ce que je pensais faire aussi, c'est d'illustrer comment j'ai utilisé l'andragogie dans le cadre de ma thèse, qui n'est pas en théologie, mais en orthophonie, pour vraiment que vous puissiez voir comment j'ai opérationnalisé cette théorie-là de l'andragogie. Donc voilà. Puis je comprends plus, à force d'écouter les présentations, pourquoi on m'a demandé de parler de ça aujourd'hui. Alors, je ne vais peut-être pas la juger de faire tous les liens maintenant, mais je vous laisse mijoter puis les faire par vous-même. Donc, l'andragogie, ça s'est développé peut-être dans les années 70, les premiers postulats clairs de concepts andragogiques. Fait que nos auteurs, ce qu'ils proposaient, en fait, c'est 4
au départ 4 principes pédagogiques, donc 4 concepts à venir mobiliser pour stimuler l'apprentissage des adultes. C'est comme devenu un 6 concepts, là, mais ça s'entrecoupe un peu. Donc, le premier que j'ai entendu Daniel le dire, c'est le besoin de savoir. Un adulte, pour apprendre, il faut qu'il ressente un besoin de savoir quelque chose. Dans le cas de mes chauffeurs, j'ai réalisé, ce qu'ils me disaient quand je les ai interviewés avant la formation, c'est on sent qu'on offre un super bon service à tout le monde, sauf à ceux qu'on n'est pas capable de comprendre ou qu'on sent qu'ils ne nous comprennent pas. Eux autres, là, on ne sait pas quoi faire avec, on se sent vraiment démunis. Fait que déjà, à la base, il y a une partie des chauffeurs, je n'ai pas sondé l'ensemble, mais une partie des chauffeurs qui se disaient, moi, je ne sais pas quoi faire avec eux, puis je sens que ma qualité de service descend. Mais ça demeure important de savoir c'est quoi les besoins d'apprentissage, parce que si on ne se sent pas besoin d'apprendre, on n'apprendra pas. Hein. Je pense que c'est aussi vrai chez les enfants, mais qu'on tend à l'oublier. L'autre concept, c'est la disposition à apprendre, qui pour moi est intrinsèquement lié. En fait, c'est que les adultes sont prêts à apprendre ce qu'ils croient qu'ils ont besoin de savoir. Mais c'est eux qui vont diriger ce qu'ils pensent qu'ils ont besoin de savoir. Moi, je peux penser qu'ils ont besoin de savoir quelque chose qu'eux ne savent pas. Fait que là, après, il va falloir engager des mécanismes de création, de stimulation de besoin de savoir. L'autre élément clé, puis je pense que Daniel s'est bien nommé, c'est l'attitude à autodiriger ses apprentissages. Donc, l'adulte, il veut avoir du contrôle sur qu'est-ce qu'il apprend. Il est capable d'aller chercher des informations. On ne va pas lui donner si on lui donne un bloc immuable, il y a de bonnes chances qu'on décroche. En tout cas, moi, si tu me dis c'est comme ça, puis c'est par là qu'on s'en va, puis que ça ne répond pas à mes besoins, mais je vais être out probablement. L'autre élément, c'est l'orientation de l'apprentissage qui est pour la plupart du temps pragmatique, qui est centré sur des problèmes, une recherche de solutions. C'est pour ça qu'on va se former en général comme adulte, parce qu'on voit un problème, on veut savoir quoi faire, on sent qu'on n'a pas des connaissances. Donc, c'est vraiment centré sur la solution, les problèmes qu'on peut rencontrer dans notre milieu de travail ou dans notre vie personnelle. Finalement, ça aussi, tu l'as bien mis en lumière, mais l'expérience doit absolument être vue comme une ressource à l'apprentissage. Si on fait fi de l'expérience des personnes apprenantes, on va vraiment perdre notre apprenant, notre apprenante, parce que là, on vient juste comme éliminer toute son expérience de vie, son expérience de travail. Donc, il faut vraiment considérer cette expérience-là comme une ressource, puis savoir comment l'utiliser pour stimuler les apprentissages. Puis finalement, normalement, chez les adultes, la motivation à apprendre est intrinsèque. Elle vient de l'intérieur. On veut apprendre pour des raisons personnelles, pas parce qu'on va avoir 100% à l'examen après. Là, il y a vraiment un changement de paradigme potentiellement avec le parcours scolaire des enfants qu'on aimerait que ça soit autrement, mais ça reste que quand j'enseigne en orthophonie, c'est vraiment dur de changer la motivation. Elle veut savoir comment je fais pour avoir 100% plus que comment je fais pour être une orthophoniste. Mais ça change au cours de la vie quand on change de posture, quand il y a une rupture ou selon c'est quoi notre processus d'apprentissage. Mais un adulte, normalement, c'est intrinsèque. Je viens ici pour apprendre, je me suis ajouté un cours du soir, j'ajoute ça à mon horaire parce que je trouve ça important. Puis parce que je veux en ressortir quelque chose. Donc, ça, c'est les 6 besoins de base. Noz a été quand même critiqué au début de ces théories pour l'abstraction des concepts. Comment on fait pour vraiment mettre en œuvre ces concepts-là? Puis, avec le temps, avec ses collègues, ils ont fini par développer un modèle qui s'appelle le modèle andragogique des processus d'apprentissage, qui se veut un modèle opérationnalisant de ces différents concepts-là lorsqu'on veut développer un objet d'apprentissage. Ça peut être une formation, un guide, un curriculum complet, mais quand on veut faire apprendre quelque chose à quelqu'un. Donc, moi, c'est ça que j'ai utilisé durant ma thèse. Ça m'a structuré. Comme jeune chercheuse, j'ai vraiment aimé avoir quelque chose, un genre d'étape. Donc, c'est un modèle qui est non rigide, qui est itératif, qui sert de soutien pour venir comme donner des bases, des questions qu'on peut se poser pour construire quelque chose. Puis, c'est pas hiérarchique ou structuré. Je me souviens, quand j'ai pris connaissance du modèle, je pensais que c'était une étape après l'autre, parce que quand tu lis, c'est souvent un après l'autre, mais c'est plus comme tu veux construire un objet pédagogique, puis tu as des composantes à aller mobiliser. Fait que c'est plus comme un centre avec des ramifications, puis là, on peut voir lesquelles on est en mesure d'aller chercher, quelle étape on peut vraiment faire dans notre contexte, parce qu'il y a des limites. Puis c'est aussi quelque chose que j'ai fait durant ma thèse, puis qui était, selon la personne ressource que j'avais en éducation, un peu innovant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits scientifiques qui expliquaient comment mobiliser le modèle
pour une formation en milieu de travail, parce que ça restait que moi, j'allais former des chauffeurs en milieu de travail comme une formation continue. Il était libéré. Cette journée-là, il ne conduisait pas. La matinée, il allait reconduire l'après-midi, mais la matinée, il ne conduisait pas, puis il venait suivre cette formation-là. Donc, ça a été mon apport dans la théorie, le domaine de la théorie des adultes. Ça a été cet article-là qui venait explorer est-ce que le modèle est utilisable ou est-ce qu'il ne l'est pas, puis pourquoi pas. Dans mon cas précis de formation chauffeur de transport adapté. Alors, je voulais faire un petit résumé de ma formation, vraiment, vraiment court pour vous expliquer qu'il y a comme eu des modalités de vérification, de validation. Donc, c'est au début de mon processus de recherche, puis ce n'était pas une réelle co-construction, ce que je critique aujourd'hui sur ma thèse, mais qu'à l'époque, c'était comme ça que j'avais réussi à aller chercher des partenaires ou que j'envisageais la chose. Donc, moi, je voulais quand même, mon intention était de créer un outil pédagogique, andragogique, pertinent, qui avait plus de chances de répondre aux besoins autant des chauffeurs que des usagers, usagères qui ont des handicaps communicationnels, qui se basait sur une théorie de l'éducation des adultes. Donc, j'avais créé un comité d'experts qui avait 6 membres, donc toutes ces personnes-là, usagers, chauffeurs, des chercheuses en éducation, des chercheuses en transfert de connaissances, pour qu'ils viennent regarder mon contenu, regarder ma planification, puis qu'ils viennent critiquer, me donner des commentaires pour l'améliorer. Puis j'avais un comité plus petit avec certaines mêmes personnes pour revenir valider selon les processus. Mais j'avais ces 2 entités-là qui ont existé pendant le développement. Donc, ce que je pensais faire maintenant, c'est vous présenter, c'est plus dur en ne voyant pas, mais le modèle, les différentes composantes du modèle andragogique des processus d'apprentissage, puis venir dire comment je l'ai appliqué ou pas dans mon contexte. Parce qu'en contexte organisationnel, selon les ressources, ça peut être difficile de faire certaines choses. Donc, puis ça donne des idées aussi de comment on peut venir opérationnaliser les différents concepts andragogiques. Je regarde mon temps aussi, je pense que j'ai jusqu'à 30. Est-ce que quelqu'un a regardé? Oui, c'est bon. Je m'ajuste. Alors, la première composante, ou je dis première, mais ça pourrait être autre, une autre que première, mais c'était l'importance de préparer l'apprenant ou l'apprenante à la participation active, parce qu'on a beaucoup d'entre nous été éduqués de façon passive avec des classes magistrales. Donc, c'est de venir déconstruire ça, tu penses que tu vas venir m'écouter, te transmettre du savoir, mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, prépare-toi, je vais nécessiter ton engagement, je vais vouloir que tu sois vraiment actif, que tu sois proactif. Fait que ce qui suggérait, c'est même de faire une activité à part du processus officiel pour que les personnes commencent à se préparer. Dans mon cas, ce n'était pas réaliste de libérer en plus de ma formation les chauffeurs pour faire une mini-pratique. Donc, je l'avais adapté en me disant, ben, je vais expliciter dès le départ que c'est quoi mes attentes. T'sais. Genre là, on va échanger, on va discuter. Si vous ne discutez pas, ça va tomber à plat. Comme il va y avoir un échange, c'est votre responsabilité de participer. Donc, j'essayais de vraiment l'expliciter sans l'avoir pré-testé. Puis, évidemment, mes activités pédagogiques permettaient cet apprentissage proactif. Donc, j'avais, par exemple, à la fin de la première séance de formation, une activité sur la reconnaissance de ses forces personnelles. Donc, c'est issu de la psychologie positive qui dit, ben, tu es plus satisfait au travail quand tu mobilises tes forces. Donc, l'idée ici, c'était de venir les faire trouver leurs 5 forces. Là, donc, ils trouvaient leurs 5 forces personnelles. Ça peut être l'humour, la persévérance. Puis je disais, ben, comment vous pensez que vous pouvez les mobiliser pour soutenir la communication? Fait que, mettons, ils disaient, moi, c'est l'humour, ma force. Je suis comme, ben, on peut faire des blagues, hein, tu sais, comme, j'ai pas compris. Tu sais, vous pouvez tout mobiliser. La patience, très bien, c'est bon parce que laisser du temps entre les interactions, c'est important aussi. Laisser du temps à la personne de s'exprimer. Toi, t'es patient, ça va être peut-être plus facile pour toi d'adopter cette posture-là que quelqu'un qui est vraiment impatient et qui veut que ça roule. Là, il va falloir que le pas va être plus grand. T'sais. Donc, c'était de venir leur donner confiance aussi en leur capacité d'apprendre ce qui allait devoir être appris. L'autre élément, c'est l'importance du climat, de pouvoir mettre en place un climat qui est propice à l'apprentissage. Ça se veut un climat autant social que physique. Puis l'importance aussi de s'attarder au climat organisationnel dans les contextes. Donc, si l'employeur il t'oblige à faire ça, mais qu'il ne sera pas prêt à accueillir le changement, bien, ça peut bien que tu ne changes pas ou que tu sois réfractaire à suivre la formation. Ou si c'est une formation obligée qui ne t'intéresse pas, bien, ça va être dur là, pour le formateur ou la formatrice de t'engager. Fait que ce qu'il propose, c'est d'aller regarder avant même de commencer, bien, c'est dans quel contexte on s'inscrit, pour voir comment ça va être accueilli, de peut-être venir préparer aussi le terrain avant de tenir l'objet pédagogique ou andragogique.
Donc, l'importance d'assurer un climat aussi quand ça va se passer de calme, un climat sécuritaire, de respect, d'ouverture. Dans mon cas, c'était pas possible non plus de m'attarder au transport adapté dans son entier, mais quand même, on voyait que l'organisation était motivée. Ils se sont impliqués dans ma collecte de données. Ils m'ont libéré leurs chauffeurs. Fait qu'ils ont quand même perdu de l'argent quand ils pensent, parce qu'il y a eu plusieurs chauffeurs. Ils m'ont proposé d'aller sur la route avec les chauffeurs. Moi, j'ai suivi les chauffeurs dans une journée de travail pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Je suis allée au centre d'appel, au centre de service à la clientèle. Donc, ils étaient motivés à ce que j'entre dans leur lieu quand même. T'sais. On sentait ça, parce que sinon, ils ne l'auraient pas fait. C'était très engageant de leur part quand même de m'accueillir pour la recherche. Donc, aussi physiquement, ben, déplacement du mobilier, comme aujourd'hui, on a des U, je ne me suis pas mise debout, il était 4, je me suis assise comme eux pour que ça soit plus clair, que ça soit une discussion. Établir des relations aussi. Moi, j'avais la chance de les voir avant la formation à cause de ma collecte de données. Je prenais des vidéos dans l'autobus. Fait qu'on s'était déjà croisés aussi avant. Je les connaissais par leur prénom. De cette construction-là de relations était aussi importante durant la formation. Pour ce qui est de la planification, mais ça, je trouve que tu l'as dit aussi, Daniel, ben, l'idée de planification mutuelle par les apprenants et les personnes formatrices, qu'est-ce qu'on veut faire? Ça, c'est comme dans un monde idéal, on co-construirait, je pense, à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, mettons, j'avais plein de temps, ben, OK, qu'est-ce que vous voulez dans cette formation? On se rencontre une fois, on en jase, après on revient, on fait des objectifs, puis là, on co-construit ensemble le cours. Dans mon cas, ce n'était pas possible, ce n'était pas une réelle co-construction. Il fallait que ça soit une formation claire. Par contre, j'ai quand même essayé de comprendre c'est quoi les besoins en faisant des entrevues en amont. J'ai fait valider la formation par des chauffeurs, par des gestionnaires, des usagers, mais j'avais quand même utilement, c'était moi qui avais décidé qu'est-ce qu'allait contenir cette formation. À la fin, c'est moi qui avais pris les décisions. Finalement, un autre élément, je pense, très, 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 très important de ce modèle-là, c'est le diagnostic des besoins pour venir offrir un objet pédagogique qui répond aux besoins. Donc, NOS, il propose qu'on doit aller évaluer les besoins selon 3 sources, donc l'apprenant, l'apprenante, l'organisation du travail et la société plus largement. Donc, moi, comment ça s'est traduit? C'est bon, par les écrits scientifiques, je suis allée sonder les besoins sociétals. OK, oui, effectivement, il y a un enjeu avec le transport, c'est les enjeux d'attitude, d'habilité de communication. Je suis allée documenter ça, puis je suis allée aussi documenter en faisant des entrevues avec les usagers et usagères, en faisant des entrevues avec des chauffeurs, en faisant l'observation, comme je disais tout à l'heure, je fais comme, ah, OK, ici, je comprends que c'est ici que l'interaction se passe. OK, quand ils conduisent, il n'y a pas vraiment d'interaction. Pour essayer de mieux comprendre c'était quoi leur travail aussi, parce qu'on pense qu'on connaît les travails, mais on ne le connaît pas avant que quelqu'un nous le présente. Puis c'est quoi les différentes contraintes avec lesquelles ils conduisent, c'est quoi qu'ils doivent faire, tout ça, pour vraiment comprendre c'était quoi le travail de chauffeur de transport adapté, puis pouvoir coller ma formation à ça. Pas leur demander quelque chose qui était irréaliste non plus. Donc, de vraiment pouvoir situer la formation. Mais je n'ai pas fait ce sondage-là avec les apprenants-apprenantes qui étaient dans le groupe. C'était leurs collègues ou... Voilà. Fait que c'est quand même un petit... Nose, là, je pense qu'il aurait dit, sonde les besoins de ton groupe. C'est pour... Là, on a les besoins du groupe, puis là, on part de là. Mais bon, on peut ajuster aussi. Finalement, l'autre composante du modèle, c'est l'établissement des objectifs. Évidemment, NOS qui propose que ça soit en collaboration avec les personnes. Dans mon cas, ce n'était pas le cas non plus. C'est moi qui ai proposé des objectifs de ma formation, mais que j'ai validé avec mon comité d'experts, sur lequel il y avait un chauffeur, un gestionnaire, un usager-usagère. Fait que pour vous, ça fait du sens comme objectif? Oui, non. Puis en début de formation, ce que j'ai fait quand j'ai présenté les objectifs de formation, bien, je l'ai lié avec les attentes puis les craintes des chauffeurs parce que je commençais à dire bien, pourquoi vous êtes ici, c'est quoi vos attentes, c'est quoi vos craintes. Puis là, après, je présentais les objectifs de formation. Puis je dis, ah, ben, tu sais, vous voyez, une attente ici, ben, cet objectif va permettre d'y répondre. Ah, votre crainte ici, on va l'adresser pour vraiment essayer de stimuler l'engagement vers les objectifs puis leur adoption par l'ensemble du groupe. Mais c'est vraiment un processus conscient de me dire, là, il faut que je convainque mes chauffeurs que ces objectifs-là, ça vaut la peine de les atteindre. Ensuite, la prochaine étape, c'est la conception des patrons d'apprentissage. En fait, comme l'idée des plans de cours, là, ça va être quoi les objectifs pédagogiques, les séquences pédagogiques, c'est quoi les activités d'apprentissage, notamment la mise à l'avant de techniques expérientielles. Donc, encore une fois, ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui l'ai fait seul, mais j'ai fait valider. Puis, dans le fond,
j'essayais de vraiment aller chercher des besoins puis de centrer sur l'expérience du travail. Les deux dernières composantes, pour moi, sont un peu moins intéressantes parce que c'est comme évident. L'autre, c'est opérationnaliser l'expérience, faire ce que tu as prévu faire. Tu sais, je pense que tout le monde, celle-là, je l'ai fait telle que telle. Là, tu le fais. Voilà, c'est fait, check. Et finalement, la dernière, ben, c'est l'importance de l'évaluation aussi, qui est une composante qu'on peut oublier. Mais quelque chose qu'il proposait, c'est de réévaluer à la fin aussi, c'est quoi les besoins d'apprentissage des apprenantes, apprenantes. Est-ce qu'on atteint nos objectifs ou maintenant que vous savez ça, est-ce qu'il y a d'autres besoins qui ont émergé? Puis de venir en discuter aussi. Fait que c'est quelque chose que j'avais fait à la fin. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres savoirs? Puis j'avais aussi mis en place des ressources qu'il faut aller consulter. Et je suis restée aussi disponible si jamais il y avait des questions par après. En lien avec l'évaluation aussi, ce qui est proposé, c'est de conduire une évaluation formelle aussi de l'expérience d'apprentissage. Donc, autant sur le plan des réactions, as-tu aimé ça, t'as pas aimé ça, plus émotif par rapport à l'objet d'apprentissage, mais aussi sur, OK, plan des connaissances, qu'est-ce que tu as appris? Sur le plan du savoir-faire, tu sais, OK, ouais, tu le sais, là, que faire des mots-clés, c'est une bonne stratégie, tu le fais dessus. Puis finalement, le dernier niveau, mais ça, c'est un modèle d'évaluation. Il y en a plein d'autres. Tu peux aussi aller regarder dans l'organisation, qu'est-ce que ça a changé. Moi, je me suis arrêtée après 3 niveaux. Donc, c'est ça. J'ai pu mesurer, bon, ils étaient très satisfaits, les chauffeurs étaient bien contents, ils auraient aimé ça que ça soit plus long. C'était 5,5 heures, mais il y en aurait pris encore. Mais tu sais, on a un billet. Hein? J'avais des chauffeurs qui voulaient participer à la recherche. Fait que ceux-là, tu sais, peut-être que si j'avais eu des groupes imposés, ça aurait été un autre genre de réponse. Il semble avoir eu un changement aussi sur le plan des connaissances, aussi sur le plan des habiletés. Donc, j'étais quand même satisfaite de l'expérience de formation auprès des chauffeurs de transport adapté. Puis, je pense vraiment que l'andragogie a permis de structurer cette expérience-là, puis m'a aidé à comprendre quoi faire, puis comment transmettre les connaissances. C'est comme le besoin de savoir, là, ça, c'était la première séance complète de formation, c'était de venir stimuler le besoin de savoir. Je leur enseignais aucune stratégie de communication, je leur enseignais aucun contenu par rapport à la diversité communicationnelle ou les différents besoins de communication. C'était vraiment juste, voici votre rôle, voici pourquoi vous êtes important, voici pourquoi je suis ici. Vous savez déjà des choses, c'est quoi vos stratégies? Là, on mobilise l'expérience. Ah, s'arrêter aux lumières. Parler quand tu t'arrêtes aux lumières rouges. Moi, ça ne fait pas partie de ma liste de stratégies de communication. Mais ils ont raison. Mais ça, je n'aurais jamais. C'est leur expérience qui fait éteindre les fenêtres et dire ah, excuse-moi, je ne t'entends pas bien quand je roule, je ne veux pas parler. C'est notre stratégie aussi, parce que tu n'es pas capable là, de tourner. Fait toutes des stratégies qu'ils avaient développées, qui ont pu échanger. Puis la dernière, c'était sur les forces pour venir encore taper sur le fait que vous êtes capable d'apprendre ce que je vais vous enseigner, vous êtes capable, vous avez tout ce qu'il faut. Fait que ça, toute la première séance, c'était ça. Puis la seconde, c'était le contenu plus pratique. Là. Bon, voici des enjeux de com, voici ton coffre à outils, puis on a développé ça dans des activités pratiques notamment. Fait que voilà, c'était le tour du modèle andragogique, un peu sur l'andragogie. Je ne sais pas si c'était ça à quoi tu t'attendais, mais voilà. Un grand merci, Alexandra. Jérémy, qui, en plus d'être théologien, a aussi une formation en communication, traduction. Bon, tu vas dire plus. Quel hasard, hein, des gens qui travaillent en communication. Puis qui est aussi maintenant à l'IRTIM, IPETEUC. Donc, puis voici. C'est de la parole. Merci Martin, merci à Daniel et Alexandra pour wow, c'était vraiment c'est une belle présentation. Puis tout ce qu'on a entendu à date, ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas complètement dans le champ, parce que je pense que où je m'en vais, ça va, je l'espère, contribuer à cette discussion. Donc moi, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vraiment prendre ces concepts-là andragogiques en réflexion par rapport à la diffusion, la transmission du travail de l'IRTIM, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on peut aller, jeter des pistes, considérer des choses ensemble, puis j'espère que ça va aider dans nos conversations qu'on va avoir tout à l'heure par rapport à ce sujet-là.
Donc, pour moi, c'est vraiment en préparation de cette communication que j'ai vraiment réalisé depuis combien de temps je travaille dans l'andragogie. En fait, quand Martin m'a demandé d'apporter quelque chose là-dessus, il a fallu que je lui demande pourquoi tu as pensé à moi. Je n'étais pas sûr pourquoi vraiment il voulait que je fasse ça, mais ça a vraiment fait du sens. J'ai compris éventuellement. Parce que bien que j'ai travaillé dans la transmission de l'Évangile par le passé et de l'enseignement des principes bibliques auprès de divers publics, j'ai jamais vraiment utilisé ma formation théologique dans des milieux académiques ou principalement théoriques. J'ai pas vraiment d'expérience là-dedans. Au contraire, le défi de mon travail a toujours été de vulgariser les principes que je trouvais importants et conséquentiels pour mes publics cibles dans un langage qui les interpellerait et dans un format qu'ils trouveraient accessible et surtout reproduisible. Dans ces contextes, des termes comme andragogie, pour ne pas mentionner eutagogie, je vais arriver là dans quelques minutes, auraient vraiment pas été utiles. Et peut-être même un obstacle à la transmission des savoirs que je souhaitais réaliser. Néanmoins, comprendre ces concepts est bien naturellement d'une très grande aide à leur application et surtout à leur transmission. Mon expérience en andragogie a été acquise sur le champ, par intuition, basée sur mes expériences et par nécessité. Donc, deux choses qui sont liées de près à l'andragogie elle-même. J'ai dû observer que les gens... Non, j'ai dû observer les gens que je voulais rejoindre, écouter leur joie et leurs plaintes, participer avec eux à des activités qu'ils valorisaient. Et lorsque l'occasion m'était accordée, poser des questions nuancées pour tenter de comprendre ce qui motivait leur implication sociale et, si possible, les causes de leurs croyances et les sources de leurs appartenances, qu'elles soient philosophiques, politiques ou autres. Puis quand il était temps pour moi de créer un curriculum quelconque servant à enrichir la vie intellectuelle d'un groupe, je devais prendre en compte leurs particularités ethniques, religieuses, linguistiques et économiques, et tout particulièrement les thématiques qu'ils portaient à cœur à ce moment-là précis. C'était un travail très subjectif et sujet à des changements subits. Ce qui pouvait parler à un certain public une année pouvait n'avoir plus aucune pertinence l'année suivante. Une approche à l'instruction bien reçue par un groupe pouvait repousser un autre groupe, même lorsque celui-ci venait du même arrière-plan ethnique ou religieux, par exemple. Avec la succession sans cesse plus rapide des révolutions technologiques comme la montée actuelle de l'intelligence artificielle, les facteurs qui influencent les gens et les causes de leurs soucis et questionnements sont constamment sujets au changement. De plus, les générations ne respectent plus les cadres que nous leur assignons et ni l'appartenance, les critères d'autrefois. Donc, soit assis sur les bancs de classe ou sur les bancs des églises, les apprenants adultes au 21e siècle sont d'une énorme diversité. Et ils célèbrent cette diversité avec de plus en plus d'audace. Un éventail de facteurs incluant l'âge et le parcours religieux vont influencer leurs questions et ce qui les motive à chercher des réponses dans la théologie. La normalisation de la psychologie ouvre à son tour une porte à l'exploration de l'intériorité. Bien qu'il soit difficile de prédire si cette porte mènera aussi en temps et lieu vers la spiritualité. Mais il faut donc offrir aux apprenants adultes de multiples points d'entrée pour leur permettre de voir la formation théologique comme pertinente à leur développement et conforme à leurs intérêts. Donc, comme vous voyez déjà, j'apprécie beaucoup ce qu'Alexandra a dit. Donc, tous les points qu'elle a soulevés, j'espère que vont être reflétés sans que je les explicite ici dans mon texte. Donc, les intérêts des gens, c'est crucial au tout d'abord. S'ils ne se voient pas comme concernés, ils ne vont certainement pas t'écouter. Il faut aussi démontrer très clairement les applications concrètes de l'apprentissage à faire. Si le seul débouché aux études doctorales en théologie est la possibilité d'un jour remplacer ton ou ta professeur actuel,
Ou peut-être de remplir une nouvelle chair qui sera potentiellement créée. Il faut être plus que moyennement déterminé pour prendre ce chemin extrêmement limité. Mais s'il est possible de démontrer la pertinence de la théologie pour la vie du chrétien moyen, actif un peu partout dans les différentes sphères de la société, ça change la donne. Et s'il est possible de démontrer comment la formation théologique peut mener à de nouvelles expressions ministérielles à la fois profondément spirituelles et socialement engagées, cela ouvre une panoplie de possibilités, d'autant plus que le futur du marché du travail pour les ouvriers chrétiens s'annonce être multidisciplinaire ou multivocationnel. Si nous voulons inspirer les gens à se former en théologie, il faut leur donner une vision de ce que la théologie peut leur permettre de contribuer à ce monde, à travers les compétences qu'ils auront acquis pendant leur formation, et cela bien en dehors des créneaux classiques. Donc, parlons un peu de susciter l'engagement. Lors d'une discussion récente avec une personne qui est ici présente, est-ce que je le vois en ce moment? J'ai noté une question qui m'a paru d'une importance primaire. Cette personne m'a ainsi exprimé son dilemme. Comment est-ce qu'on fait le pont entre la théologie et la bonne volonté des gens dans les églises pour les aider à cheminer et passer à l'action? En d'autres mots, comment peut-on rendre la formation théologique pertinente aux personnes de foi sincères qui souhaitent à la fois croître spirituellement, ce qui inclut la personne dans sa globalité, bien sûr aussi son intellect, selon ma définition ici, et s'impliquer effectivement pour le bien commun? Comment les aider à lier leur spiritualité à leur implication sociale? Donc, cette question met en valeur la mission qui est au cœur de l'IRTIM, qui est de transformer les pratiques pastorales et de transmettre le savoir acquis afin de développer des praxis de plus en plus conformes aux exigences socio-pastorales de l'enseignement de l'Évangile du Christ. Ça, c'est pris de notre site web. Alors que nous cherchons à nous mobiliser autour d'approches à la fois plus ciblées et efficaces pour les années à venir, je crois que cette question du lien entre spiritualité et activisme demeure d'actualité. Pour stimuler l'engagement, je crois qu'il faut aider les gens à se voir comme déjà engagés dans un processus de formation personnelle et spirituelle, qu'ils en aient confiance ou non. Comme la vie humaine, la vie spirituelle n'est pas statique, mais plutôt en continuelle évolution. Donc, comprendre cette dynamique est crucial pour les créateurs et dispensateurs de formation, mais aussi pour les apprenants eux-mêmes. Car à mesure que l'on évolue à travers les stades de développement humain et spirituel, l'individu devient à la fois apprenant et matière étudiée. Donc, ce que j'aimerais faire ici, en espérant pouvoir bien l'expliciter, c'est de prendre l'exemple d'un apprenant adulte type ou apprenant chrétien adulte moyen qui passe à travers des stades de développement personnel d'un côté et sur un autre côté, en même temps, passer à travers des stades, des approches de formation. Donc, j'ai divisé la pédagogie et l'andragogie en fait en 4 catégories. J'ai pris le constructivisme, c'est pas dans mes recherches, je me suis j'ai appris certaines nuances qu'on peut apporter aux approches éducatives. Donc, il y a pédagogie qui, bien sûr, on pense aux enfants, mais où on apporte quelque chose du haut vers le bas, si tu veux. Constructivisme, on commence à comme amener des aspects de notre propre histoire, considérer nos expériences. Andragogie, ben, c'est toutes les choses qu'on vient d'entendre. Et eutagogie, qui est un mot qui veut dire se conduire soi-même, ou dans un autre sens, l'apprenant lui-même est réellement au centre de son apprentissage, est une façon, un peu une andragogie qui est un petit peu plus évoluée, un peu plus contextualisée, si tu veux. Donc,
Puis le but ici, c'est de peut-être voir, imaginer comment on peut accompagner les gens qui sont à ces différents stades. Donc, au niveau pédagogique, c'est une formation qui est donnée soit à la maison ou à l'église. Ça peut être à travers des cultes, des catéchèses, des études bibliques. C'est quand on reçoit l'instruction des parents ou des autorités religieuses, mais vraiment, on reçoit. On est passif, comme on a dit tout à l'heure. Le stade constructiviste, ou on pourrait dire déconstructiviste, c'est une formation qui est en contexte de vie. Si on pense au stade côté âge, on peut penser peut-être plus vers la trentaine, souvent allant vers la quarantaine. Ça dépend. C'est jamais exactement une question d'âge, mais c'est où on commence à réellement considérer ses propres expériences de vie. Souvent, dans ces stades-là, la personne chrétienne ou l'apprenant chrétien peut cesser ou mettre en pause sa participation ecclésiale. La personne, par contre, souvent médite, peut-être pour la première fois, sur sa propre évolution spirituelle. Elle commence à remettre des choses en question. Elle fait des lectures et des recherches individuelles, et parfois, si elle est aussi chanceuse qu'elle a un cercle de personnes très sûres avec laquelle elle se sent en sécurité, elle va peut-être aussi partager cette étape avec elle. Maintenant, si on passe un peu à l'étape andragogique, c'est là qu'on tombe dans une formation spirituelle et aussi intellectuelle intentionnelle, qui est basée sur le besoin ressenti de la personne, un besoin de s'autodéterminer théologiquement selon un modèle choisi par la personne. Elle se réfère à ses expériences pour sélectionner la formation qui est la plus pertinente et qui va la mener la plus directement possible vers ses objectifs pragmatiques et identitaires. Donc ça, c'est un chrétien, on pourrait dire, engagé. C'est un chrétien qui... Le 10% qui fait tout dans l'Église. Des gens comme ça. Là. Puis maintenant, pour penser, considérer l'eutagogie, qui vient encore du mot grec, se conduire soi-même, c'est ici que si la personne cherche une formation, c'est une formation d'intégration personnelle et contextuelle, décentrée et collaborative, qui est détachée des résultats et inspirée par l'opportunité même d'apprendre et d'être formé. Elle cherche activement la collaboration pour accentuer ses propres recherches autonomes et diversifier ses sources de savoir. Elle est ouverte à analyser ses expériences et façons d'apprendre avec d'autres au parcours divers. Et elle se perçoit à la fois comme sujet et objet de l'apprentissage théologique. Son examen de sa propre expérience est la matière et ses façons d'apprendre, et justement ses propres façons de s'analyser. Donc, comment on fait pour comprendre les besoins des personnes aux différents stades? Eh bien, la formation chrétienne de base, qui est habituellement dispensée aux enfants dans le contexte familial ecclésial, est souvent insuffisamment développée chez les croyants qui atteignent l'âge adulte. Et donc, lorsque des adultes veulent être davantage formés, soit à la suite d'une conversion, par exemple, à l'âge adulte, ou juste apprendre plus pour quelconque raison, ce qu'on leur offre relève souvent d'une approche qui est plutôt pédagogique. Dans les églises, c'est parfois le seul format qui existe dans certains contextes, parce que, tout simplement, pour la manière qu'on est habitué de parler de l'avant. Dans ce contexte, l'apprenant acquiert des données, mais devient dépendant sur l'expert, qu'il soit pasteur, prêtre ou paroissien plus expérimenté. Donc, une dépendance qui est là. C'est cette dépendance au dogme d'une communauté d'appartenance religieuse qui mène les gens de tous âges, bien que plus souvent entre 30 et 45 ans, à vivre une déconstruction de leur foi lorsqu'ils sentent le besoin d'évaluer la légitimité de leurs expériences chrétiennes. Le problème n'est pas la pédagogie qu'ils ont reçue, mais l'absence d'une vision pour l'évolution de leur foi. Si, au fur et à mesure de leur développement humain, on leur avait présenté la croissance spirituelle comme un cheminement vers l'interdépendance qui inclurait l'évaluation critique de leur vécu, la responsabilisation pour leur formation et l'ouverture à la collaboration avec l'autre, leur expérience aurait pu, du moins, être tout autre.
Au lieu d'être ébranlés par la possibilité d'un changement de conviction, de perspective et peut-être même d'appartenance, ils auraient pu engager cette période d'instabilité, sachant qu'il ne s'agit que d'une période intermédiaire et que le tout allait éventuellement se stabiliser dans un nouvel ordre sur des bases encore plus solides. Donc, à mon avis, et selon la recherche de plusieurs, dont l'auteur franciscain Richard Rohr, la déconstruction est une étape généralement inévitable et bénéfique, car cela nous permet de continuer notre évolution vers une foi plus authentique et engagée. Il faut pourtant acquérir une compréhension de cette évolution à travers laquelle nous passons et les nouveaux ports d'attache et créer et trouver, je m'excuse, il faut pourtant acquérir une compréhension de cette évolution à travers laquelle nous passons. Pour acquérir une compréhension de cette évolution à travers laquelle nous passons et les nouveaux ports d'attache que nous avons pour notre appartenance. C'est alors qu'il est possible de continuer son évolution vers un état d'être autodéterminé et en harmonie avec soi et avec les autres. En d'autres mots, faire le pont sur les stades préalables de la vie permet d'engager pleinement la formation andragogique et eutagogique. Être capable de considérer son passé, faire la paix, puis maintenant continuer à évoluer sur des bases solides. La question pour le team est donc de savoir comment nous pouvons ajuster notre offre de formation de manière à être sensible aux stades développementaux des étudiants. Et non seulement les stades de leur formation académique, donc considérer leur développement personnel aussi, en nous rappelant que la pertinence des approches constructivistes andragogiques et eutagogiques dans l'enseignement dépend beaucoup plus sur des distinctions historiographiques, l'histoire personnelle des individus, que de leur âge, par exemple. Donc j'ai 2 points pour finir. Un, c'est valoriser le potentiel de la différence. Des pistes vers qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puisque les principes andragogiques incluent l'autonomie et la responsabilisation de l'apprenant vis-à-vis sa formation, une approche décentralisée peut mener vraiment à des résultats surprenants. Plus il y a de participation, plus il y a d'engagement, et plus il y a de perspectives émises, plus on entraîne les muscles de la réflexion critique. Ça, on a entendu ça ce matin avec toutes les présentations. C'est des points qui ont été exemplifiés au Maroc, à Québec, un peu partout, et c'est certainement quelque chose de bon. Dans un espace transdénominationnel comme l'IRTIM, le respect de la diversité prime, mais jamais au prix de la pleine expression de ses points de vue personnels. Ce sont les différences qui font la beauté et la bonté de la diversité. Les minimiser ou les faire passer sous le silence neutralise leur utilité pour l'apprentissage à l'horizontale, là où les interactions entre apprenants sont hautement priorisées. Comme on parlait d'interactivité, je ne me souviens pas ce qui l'a dit, mais l'interaction, c'est absolument clé pour tout ce qui est andragogique. Si on est tous pareils puis tu essaies d'interagir autour d'une table ronde, ça va être très plat. On s'entend. En 2021, j'ai participé à l'organisation d'un congrès sur la rue de Sainte-Catherine, pas loin, où il y avait plus d'une dizaine d'églises rassemblées. C'était un moment dans le temps où les choses commençaient à rouvrir suite à la COVID, mais on était encore vraiment dans pas mal le lockdown, mais ça s'ouvrait pour les premières choses. Le thème du congrès était la dépolarisation. Et nous avons abordé ce sujet sur plusieurs angles. La structure même du congrès faisait que les interactions entre personnes aux tables et entre les présentations étaient peut-être vraiment la chose la plus importante dans la journée, parce qu'on avait tout construit dans ce but-là. Mais lors des préparatifs, j'ai dû prendre une décision difficile concernant le passeport de vaccination. Quelqu'un se souvient de ça? Ouais. Fait que dans les églises, ce débat-là, ça faisait rage. Hey, c'était pas beau, là. Hey, c'était vraiment pas beau. Et moi, j'invitais des gens à leur première sortie grand public depuis un bail avec des gens de partout sur la gamme des opinions sur ce sujet-là. Fait qu'à un moment donné, dans les préparatifs, j'ai pensé utiliser ce cas-là spécifique comme activité d'apprentissage en demandant aux gens de s'auto-identifier selon leur statut non vacciné
pour ensuite les encourager à user de curiosité envers quelqu'un de la conviction opposée. Pour leur poser des questions sérieuses et respectueuses sur leur raisonnement et motivation, pour apprendre le pourquoi, humaniser dans le face-à-face, avec masque bien sûr. Ouais, on s'entend. Finalement, et peut-être pour le bien-être de tous ceux présents, je ne sais pas, on a décidé de ne pas faire cette activité-là et de miser sur d'autres sujets plus polarisants, plus importants. Puis il y en avait plein, c'est sûr, il n'en manquait pas. Mais cet exercice de réflexion m'a vraiment marqué. Parce que c'est justement là où les différences sont les plus grandes et les plus sensibles qu'il peut y avoir la plus grande possibilité d'épiphanie. Il faut user de créativité et de courage. Ça, c'est des sujets qu'on a aussi entendus beaucoup. Et croire dans la possibilité de se retrouver dans l'expérience vécue par l'autre, peu importe le niveau de différence. Et cela ne doit pas être fait seulement en apparence, par des symbolismes, comme des choses faites à la légère, mais politiquement correctes et attendues. Ça nécessite de prendre le temps de connaître, de se laisser affecter, toucher, et même d'expérimenter les difficultés et la frustration qui accompagnent inévitablement la sortie de sa zone de confort. Accueillir l'autre sans l'obliger à nous rassembler, à changer, ou sans même espérer se faire comprendre par elle, ce qui est très difficile parfois, est un travail de fond nécessitant une grande humilité. Néanmoins, pour bénéficier des différences, nos objectifs doivent converger vers un objectif ultime qui transcende et incorpore les différentes approches et priorités auxquelles nous tenons. Quelque chose de plus grand que nos individualités et nos sujets primaires qui nous tiennent à cœur. Ce qui m'amène à mon dernier point, presque fini, l'importance de commencer par la fin. Puisque l'apprenant adulte doit choisir ses propres objectifs et évaluer la pertinence et la praticité de sa formation à la lumière de ses objectifs, il est crucial de présenter de manière très claire les aboutissements immédiats et long terme de toute formation qui est ouverte. Ça se fait dans les syllabus, début des cours, ça se fait. Mais comment faire lorsque chaque apprenant est à la fois motivé et inspiré par une vision qui leur est propre? Puis ça, c'est intrinsèque à l'enseignement des adultes. Les gens sont là pour leurs objectifs, leur but, leur raison. T'sais. Puis on n'est pas tous pareils à ce qu'on m'a dit. Donc, c'est pas toujours pareil. C'est ici que la théologie se distingue et reflète à la fois les autres disciplines. Il est possible d'assigner une valeur vocationnelle à toute profession, généralement associée à un aspect particulier du bien commun. La théologie devrait, elle aussi, se voir au service du bien commun, mais selon la vision du royaume de Dieu. Avec cette optique, la difficulté à concilier les interprétations théologiques ou autres n'est pas moindre que lorsqu'on tente de définir le bien commun. Mais au lieu de regarder uniquement vers le bas, vers l'immanent, chercher le royaume de Dieu nous invite à regarder vers le haut, le transcendant, d'où nous prions que vienne le royaume sur la terre. Donc, au-delà de toutes nos priorités individuelles, on regarde plus haut. L'inclusivité et l'altérité distinguent le royaume de Dieu. Présenter le royaume de Dieu comme l'objectif ultime des diverses approches et objectifs des gens, tous importants, mais secondaires au projet rédempteur divin, relie et libère simultanément la multitude des acteurs qui souhaitent se former pour le service chrétien. Et ça, je pense qu'on l'a vraiment vu dans tous les exemples présentés ce matin. C'est cet aspect particulier de la formation théologique et de sa transmission qui doit, à mon avis, précéder et s'attirer le travail de l'IRTIM. Que les participants à nos formations soient pasteurs ou membres des églises, ouvriers dans la sphère de la solidarité sociale, apprenants ou enseignants du milieu universitaire, praticiens ou théoriciens ou les deux. C'est la vision humainement inatteignable du royaume de Dieu qui doit nous unir et nous inspirer. Nous unir dans notre dépendance sur l'Esprit Saint, qui, agissant à travers tous les membres de l'Église, transforme petit à petit le monde à travers nos divers engagements, insuffisants soient-elles. Et nous inspirer à persévérer, car notre contribution fait partie d'un travail de longue haleine,
qui ne se réalisera sûrement pas de notre vie, pas plus qu'elle a fait pendant les générations passées. C'est pourquoi, confiant dans cette promesse qui nous dépasse, nous prions et agissons jusqu'à ce que l'on voit se réaliser la promesse. Le règne sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Christ. Merci.